tous, bienvenue ici chez BPI France, chez toi Nicolas. C'est, on va dire, c'est la maison de toutes et tous les entrepreneurs et ce soir, on va dire, encore plus pour toutes les entrepreneurs. Absolument, bonsoir à tous. Écoutez, oui, c'est la maison des entrepreneurs ici. On s'est installé ici en novembre 2013. Depuis novembre 2013, à votre avis, combien d'entrepreneurs sont passés dans ces locaux? 100 000. C'est voilà. Donc c'est la maison des entrepreneurs. C'est la maison de l'innovation. C'est la maison de l'innovation. C'est la maison du financement des rêves d'enfants, des rêves les plus fous. C'est la maison de ceux qui ont une mentalité de frontière. C'est parfois la maison des barbares. On aime bien financer ceux qui retournent la table et qui préparent la France de 2030. C'est une grande maison de solidarité où on encourage les entrepreneurs à se donner des coups de main les uns aux autres. EUR, EUR et EURES. Hein. C'est une maison qui prépare le futur, qui est obsédée par le futur, qui ne s'intéresse pas beaucoup au passé, pour être très franc. Et c'est une maison qui, au fond, s'attriste quand les projets sont insuffisamment ambitieux. C'est une maison aussi qui s'attriste quand les entreprises qu'on rencontre sont exclusivement masculines. Je ne dis pas ça par démagogie, puisque cette maison elle-même a 62% de femmes. Et ça compte énormément dans la manière dont cette banque s'installe sur le terrain, se propulse sur le terrain et construit sa relation avec les clients. C'est fondamental. C'est une maison qui a cru chaque année depuis sa création en 2013 entre 2 et 3 fois plus vite que la moyenne du secteur bancaire français. Parce qu'elle est vraiment différente. C'est pas une maison qui octroie des crédits, comme ça, de manière descendante, un peu surplombante, vous voyez, avec des fondés de pouvoir. Je les aime beaucoup, notre partenaire, mais parfois, bon, non, elle est vraiment de plein pied et elle cherche à tricoter des solutions pour que ce qui doit advenir advienne. Parce qu'il faut que les choses adviennent. Cette année encore, en 2016, on va croître en crédit de 12%. Probablement la plus grosse croissance de la Banque européenne. C'est pas qu'on prenne tellement plus de risques que les autres. Un peu, mais pas tellement plus. C'est simplement parce que on se glisse dans le fantasme des entrepreneurs. On leur dit pas, vous êtes des illuminés. On se laisse illuminer, on regarde ce qui est possible ou pas, et souvent des choses qui paraissaient inquiétantes, en fait, sont finançables. Et donc on croit, et on croit avec vous. Alors pour croître de manière durable, et j'ai envie de dire heureuse, il faut la parité. C'est absolument évident. Hein. Pas évident à faire. On sait très bien quels sont les obstacles. Les obstacles, ils sont du côté des mecs, mais ils sont aussi du côté des femmes. Et donc, voilà, c'est une bataille de tous les instants, et il faut juste que vous sachiez que ça fait partie de l'agenda de BPI France, que de pousser les entrepreneurs françaises dans les grandes directions. Et de vous dire, chères mesdames, que souvent, les plans que vous venez nous proposer ont un tout petit peu moins d'ambition que les plans que les mecs viennent nous proposer. On a même publié une étude là-dessus, en 2014, sur une statistique assez importante, qui était assez frappante de ce point de vue-là. Hein. C'est très bien préparé, c'est hyper détaillé, c'est parfois moins ambitieux. Comme s'il y avait une autocontrainte. Donc voilà, libérez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci Nicolas. Avec Nicolas Dufourcq, pourquoi on vous a réunis ce soir? C'est pour vous annoncer le lancement d'un mouvement pour 2017. Le top départ, c'est ce soir. Parce qu'aujourd'hui, et je crois que le rapport du Forum mondial, le Global Gender Gap, ceux qui ont pu le lire il y a quelques jours, si on ne fait rien sur la question aujourd'hui de la mixité, il faudra attendre 2133 pour que l'écart entre les hommes et les femmes se rejoignent. Alors, très franchement, avec Nicolas, BPI France et la Tribune, on ne va pas attendre 2133. Et on s'est dit que BPI France, c'est une banque d'engagement, Nicolas. La Tribune, c'est un journal économique depuis 30 ans qui a fait des choix d'être militant sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets d'égalité professionnelle. Alors, on peut se battre pour la question de l'égalité pour des questions d'humanistes.
On peut se battre aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus de mixité dans nos entreprises, c'est plus de croissance pour la France. Alors ce soir, c'est le lancement de ce mouvement des entrepreneurs de l'ANIAC. Et pour nous, deux hommes pour rendre hommage à ces femmes qui, chaque jour, militent, défendent leurs entreprises. Elles innovent, elles exportent à l'international. C'est ce qu'on a souhaité pour les inviter et avoir 5 femmes d'exception à vous montrer avant qu'on se retrouve avec Nicolas Dufourcq le 6 mars au Théâtre de Paris pour que ce mouvement traverse toute la France, toutes les régions et avec toutes les équipes de Pays France, on va aller militer pour développer l'entrepreneuriat féminin, pour faire exploser le plafond de verre, n'est-ce pas Jacqueline? Et faire un bilan chaque année parce que nous, on ne va pas attendre 2133. Merci Nicolas. Alors j'invite Valérie Abrial à mes côtés parce que puisqu'on parle de mixité au sein de la tribune, il était normal d'être accompagné d'une femme de la tribune pour nous accompagner durant 7 heures devant nous et puis nous révéler des femmes de talent, des femmes d'exception, des femmes qui innovent et des femmes qui exportent. Merci Jean-Christophe, merci à tous et à toutes d'être ici. Je vois que la mixité est bien représentée ce soir et j'en suis franchement ravie parce que c'est ce qu'on recherche absolument dans cette accélération, c'est d'atteindre une mixité globale et de ne pas attendre plus d'un siècle pour qu'elle existe enfin. Alors, on a entendu tout à l'heure avec mes camarades sur le côté dire que certaines femmes manquaient d'ambition à certains égards dans leurs projets. Ça nous a fait un peu sursauter. C'est normal parce que les femmes que vous allez découvrir ce soir n'ont pas manqué de niaque durant toute leur carrière. Et pour démarrer justement cette soirée, j'appelle avec nous Jacqueline Franjou, qui vient de terminer le forum, le Women's Forum à Deauville, qui est l'un des plus grands forums internationaux qu'on connaisse sur l'entrepreneuriat au féminin. Vous allez nous en dire quelques mots pour l'édition de 2016 qui vient de se terminer. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe, bonsoir Nicolas. Ça a été un cru formidable. 1300 personnes, 75 nationalités différentes, une délégation canadienne avec à sa tête la ministre de la Sustainability au Canada, une délégation de Philippines, puisque comme vous savez, aux Philippines, il y a une très grande souffrance, puis la première fois des Saoudiennes, des gens de Dubaï, de Tunisie, Italie, etc., etc. Donc, ce qui est étonnant, au Women's Forum, on parle de choses très très sérieuses, un peu comme à Davos, puisque parfois on nous appelle Davos des femmes. Mais vous dire que ce sérieux-là est entouré de beaucoup d'humanité, de liberté de parole, d'échange. Jamais des Mexicaines, on avait une grande délégation par exemple, n'auraient pu discuter de liberté, de paix, avec des femmes venues des Philippines. Donc c'est un échange permanent. Il y a plus de 180 workshops, plénières, etc. Et c'est tout à fait disponible sur notre site pour ceux qui les intéressent, donc je ne vais pas commenter tout ça. Mais je crois que l'idée du Women's Forum, c'est effectivement un engagement, mais un engagement réel, je dirais profond. Aussi un engagement humain. Le plus important finalement, dans la vie, je crois que c'est l'être humain et de faire attention aux autres et d'apporter ce qu'on peut apporter quand on peut le faire. Donc je crois que c'est ça le Women's Forum. Il n'y a pas de barrière. Tout à coup, il n'y a plus de hiérarchie. On découvre des discours absolument étonnants. Je vous citais la ministre canadienne, mais j'ai pris un petit papier parce qu'il y a tellement de noms. Il y a eu des highlights pendant ce forum. Norma Batista Mera, par exemple, femme extraordinaire, la présidente de Renault au Mexique, des jeunes entrepreneurs des Philippines, des Saoudiennes, jeunes entrepreneurs, femmes parlementaires, des Tunisiennes qui luttent pour la liberté, comme vous le savez, et puis des femmes en Algérie, l'émancipation, des femmes italiennes aussi, puisque nous avons fait un forum sur la nutrition à Milan l'année dernière pendant l'exposition universelle. Donc voilà, c'est ça le Women's Forum. Je crois qu'il y a un éclair de générosité et d'entente. Et c'est ça qui est important, la paix. Jacqueline, pour celles et ceux qui te connaissent, on sait que tu es une femme de l'ANIAC.
En 2017, le Women's Forum va innover sur quoi et va aller sur quel nouveau terrain de conquête car je l'ai dit, avec BPI France, on va mettre un coup de projecteur durant toute l'année 2017 à toutes les entreprises et à toutes les femmes entrepreneurs qui innovent et qui exportent. Et on en a besoin pour retrouver une croissance forte en France. Toi, ta feuille de route en 2017, c'est quoi pour le Women's Forum ? Alors d'abord, nous avons une feuille de route commune, puisque j'ai une équipe et il y a une équipe, et puis je dépend du groupe Publicis. Je crois que la feuille de route, c'est d'abord continuer le Global Meeting en France, c'est très important, que la France rayonne, que la France voit les jeunes entrepreneurs, de rester dans ce pays qui est magnifique et de pousser justement et d'aider les entreprises. J'ai été il y a très longtemps un jeune entrepreneur, personnel d'ailleurs, je vous dirai peut-être un mot là-dessus. Deuxièmement, continuer vers l'international, donc ça je suis sûre que nous aurons un forum au Mexique en novembre. Et puis nous cherchons, en suivant l'actualité, là où il nous faut aller pour justement avoir des bonnes pratiques, faire rencontrer des jeunes entrepreneurs, des entreprises diverses et variées. Donc on a quelques idées que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui, mais on en parlera. Mais ça touche l'actualité, ça peut toucher le bassin méditerranéen, ça peut toucher l'Asie du Sud-Est par exemple, et quelques autres. Alors Jacqueline, c'était sympa de venir parmi nous ce soir, alors que tu viens de terminer ton rendez-vous annuel, ouais, c'était vendredi soir. Mais tout va bien, il y avait un week-end. Tu as eu un week-end pour reposer. Qu'est-ce qui te fait justement en 2017, moi, tu es une femme entrepreneur, tu l'as dit, on peut connaître Jacqueline Franjou quand elle préside le festival de Ramatuelle au mois d'août, mais qu'est-ce qui te fait tous les matins, qu'est-ce qui fait que tu es, Jacqueline, une femme de l'Agnac en permanence ? Bah, je me suis toujours battue pour quelque chose et pour une cause, et les femmes, ça c'est sûr, la paix, puisque je préside une association des prix Nobel de la paix, et je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, et d'ailleurs j'ai entendu que c'était le 6 mars au Théâtre de Paris, j'ai été élue, j'ai fait construire un théâtre, ça c'est la plus belle chose qui existe, et des artistes que j'ai pu, 600 ou 700 productions, j'ai appris et ils m'ont enseigné ce qu'étaient les ressources humaines. Et le point le plus important, c'est pas tellement se mettre en valeur soi-même, il y en a beaucoup des gens qui se mettent en valeur eux-mêmes, mais c'est de mettre en valeur les autres. Et quand on travaille avec des artistes, c'est pas vous qui êtes sur scène, c'est l'autre. Et ça a été une grande école. Et puis la paix, surtout la paix, se battre pour la paix. Nous sommes allés en Birmanie, parce qu'Aung San Suu Kyi est une amie, et je continuerai à me battre dans ce domaine. Il faut se battre pour des pays où il y a la violence, où les femmes sont loin d'avoir obtenu la liberté, loin d'avoir leur place, et avec beaucoup de violence qu'il faut aider à combattre et à apprendre. J'aime bien la parole de Aung San Suu Kyi qui dit qu'il faut apprendre aux petits garçons à respecter leurs sœurs, leurs mères, leurs femmes, et puis aussi l'égalité dans les compétences respectives. Voilà. Jacqueline Franjou, femme de l'Agnac 2017. Merci. On peut l'applaudir. Merci Jacqueline, merci beaucoup. Alors, sans transition, comme diraient certaines personnes, mais pas tout à fait quand même, puisqu'on parlait d'art avec Jacqueline, nous allons accueillir une femme d'exception qui a su se différencier dans un secteur très masculin. Cette femme est chef d'orchestre. Au monde, il y a 21 femmes chefs d'orchestre contre 585 hommes. C'est vous dire l'écart qui existe dans cette profession. Elle nous fait le plaisir d'être là. Et j'appelle Zaya Ziouani. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être à vos côtés ce soir et de pouvoir vous faire partager ces quelques notes de musique. Et puis aussi mon histoire, l'histoire de l'Orchestre Symphonique Divertimento. Il y a un petit peu plus de 20 ans, j'étais une jeune adolescente passionnée par la musique, qui venait d'une famille pas du tout de musiciens, donc avec pas forcément de repères dans ce milieu-là, mais avec tous les rêves qu'on peut avoir quand on est enfant. Tout à l'heure, Nicolas Dufourcq parlait de rêve d'enfant, et en effet, pour moi, c'était un rêve de devenir chef d'orchestre, d'intégrer cet univers de la musique symphonique. Et puis, petit à petit, en évoluant,
je me suis rendu compte que la musique était très belle, mais que c'était aussi un milieu à la fois avec beaucoup de vitalité, beaucoup de richesse, mais aussi parfois beaucoup de contradictions, de conventions, de choses difficiles à faire bouger. Et donc, quand j'ai commencé à dire que je voulais être chef d'orchestre, tout le monde m'a dit « mais c'est pas du tout fait pour les femmes, concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur autre chose ». Et donc, du coup, je me suis dit « bon, j'osais pas trop m'y projeter, le rêver ». Et puis, j'ai rencontré un grand maître de la direction d'orchestre qui m'a non seulement appris à diriger un orchestre, mais qui m'a surtout donné confiance. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Je ne laisserai pas d'autres personnes me dire si oui ou non je peux accéder à ce rêve. Après, quand on a une vingtaine d'années, qu'on est en région parisienne, qu'on est une jeune, qu'on est une femme, dans ce monde par tradition très masculin, puisqu'il y a encore moins de 30 ans, il y a certains orchestres en Europe où les femmes étaient interdites et où on est encore très loin de la parité dans les orchestres, même si vous avez pu le voir dans cette vidéo, moi je tiens beaucoup à ce que les femmes soient très présentes dans les orchestres, parce que plus on a de diversité dans tous les sens du terme et plus un projet est riche et fort, et c'était pas évident de pouvoir s'affirmer à la tête d'un orchestre. Et du coup, c'est vrai que pour ma part aussi, j'avais plein d'idées que j'avais envie de développer. Et quand on est chef d'orchestre, pour pouvoir développer ses propres idées, il faut pouvoir être directeur musical d'un orchestre. Ce qui était loin d'être facile, puisque encore au jour d'aujourd'hui, là je vous parle de ma situation il y a plus de 20 ans, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui est directeur musical d'un orchestre national en France. Donc c'est pour vous dire encore l'ampleur du travail qu'il y a à le faire pour que les femmes puissent être représentées à la tête des orchestres. Du coup, j'avais envie de développer mes propres idées, et donc j'ai eu l'idée de créer l'Orchestre Symphonique Divertimento. Alors créer un orchestre, en soi, c'est une belle idée. Après, il faut pouvoir créer un projet dans sa dimension artistique, dans sa dimension de communication, pédagogique et puis aussi économique, puisque un orchestre, c'est un orchestre professionnel avec beaucoup de musiciens. Vous avez pu le constater, il y avait une centaine de musiciens sur cette scène. Donc, il a fallu construire ce projet. Et quand vous êtes en région parisienne, où il y a déjà beaucoup d'orchestres nationaux, où les plus grandes formations internationales viennent également se produire à Paris, si vous arrivez avec un projet qui ressemble comme à tous les autres, avec peu de moyens, pas du tout de réseau, c'était pas du tout possible pour moi de pouvoir envisager que ce projet puisse se réaliser et se projeter. Et donc du coup, mon parcours personnel, ma réflexion et puis aussi maniaque m'ont fait réfléchir à savoir comment j'avais envie d'être chef d'orchestre au XXIe siècle, et donc de créer un orchestre qui soit ouvert sur le monde, de montrer comment la musique classique, même si elle porte ce nom de classique, elle pouvait être aussi ouverte sur le monde. Et il s'avère que la musique classique, beaucoup de compositeurs se sont inspirés d'autres disciplines artistiques, d'autres cultures aussi beaucoup, et étaient toujours en lien avec le monde, avec l'histoire. Et donc c'est ce regard-là que j'ai voulu montrer au travers de ma programmation artistique, et de montrer comment la musique classique, elle avait justement toujours été ouverte sur ce monde que j'avais envie de faire découvrir à nos jeunes enfants, aux familles et à des publics très divers, beaucoup plus divers que ceux qu'on trouvait habituellement dans les salles des concerts. Et du coup, moi-même, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, je me suis dit que c'était important que la musique classique puisse vivre partout, à la fois dans les grandes salles, puisque c'est important, c'est aussi important qu'elle puisse vivre dans ces grandes institutions, mais également sur tous les territoires. Et donc, j'ai décidé d'implanter cet orchestre à Stains, en Seine-Saint-Denis, parce que c'était aussi un territoire qui avait envie de relever ces enjeux-là à nos côtés. Et donc, du coup, maintenant, 20 ans après, puisque l'année prochaine, nous allons fêter les 20 ans de l'Orchestre Symphonique Divertimento, c'est un orchestre qui est présent dans 8 régions en France, qui a de nombreuses résidences, on fait entre 50 et 60 concerts par an, et l'idée c'était à la fois de pouvoir promouvoir la musique classique, mais aussi de pouvoir la transmettre. Et il y a 10 ans de ça, nous avons créé une académie pour que les jeunes de toute origine, qu'elle soit sociale, culturelle, puissent aussi accéder à la musique classique, la pratiquer, et puis changer petit à petit dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, la physionomie des orchestres, pour que il puisse y avoir justement des orchestres avec toutes les diversités que ça puisse représenter. Et puis, pour pouvoir accompagner un projet dans cette dimension artistique, pédagogique avec l'académie, de rayonnement territorial, puisqu'on est présent à la fois très localement dans des régions en France, mais aussi à l'international avec beaucoup de projets. Et tout à l'heure, M. Tortora a expliqué avec beaucoup de justesse que c'était important aussi d'avoir cette visibilité à l'international. Et donc, nous, ça a été notre cas de travailler beaucoup avec des pays du pourtour méditerranéen et également avec un partenariat avec les États-Unis. Donc du coup, ça donne aussi une visibilité importante à l'international, et
toute la richesse que ça peut apporter, ça nous permet aussi de développer ce projet en France. Et puis aussi, on a eu la chance d'avoir des partenaires importants, à la fois les collectivités locales. Alors il faut savoir que dans la musique classique, c'est vrai que les orchestres sont beaucoup financés par des financements publics. Et nous, on s'est développé dans une période où les financements étaient déjà très contraints, avec peu de soutien. Donc il a fallu trouver d'autres idées et d'associer aussi des entreprises du monde économique qui ont soutenu notre projet, qui ont voulu s'investir, à la fois pour l'image qu'on pouvait aussi permettre de développer, mais aussi par rapport à toutes les valeurs qu'on a permis de développer, de réaliser. Et donc du coup, maintenant, c'est un projet qui a 20 ans et qu'on est très heureux d'avoir pu développer. Et puis de pouvoir donner un petit peu d'innovation dans cet univers qui parfois est un petit peu poussiéreux, qui a tendance à regarder vers le passé. Et donc c'était un petit peu cette présentation que je voulais partager à vos côtés ce soir. Et on sera très heureux de partager des moments musicaux à vos côtés. N'hésitez pas à venir nous voir en concert ou à nous accompagner dans nos projets. Merci beaucoup. Femme chef d'orchestre, femme de l'Agnac. Alors, pour vous présenter la personne qui suit, on continue un peu dans le Sabol. Nous allons accueillir Clémence Guérand, qui vient de créer le premier festival de femmes chefs d'orchestre dans le monde. Je te laisse présenter Clémence. Si Clémence veut bien monter sur scène. Merci. Bienvenue à Clémence Guérand. Sous vos applaudissements. Bonsoir. Alors, Nicolas Dufour qui est avec nous, il sait quand même, pour celles et ceux qui exportent partout dans le monde, je crois que la culture, ça fait partie vraiment d'un des atouts de la France, de nos entreprises, à la fois la gastronomie, la musique, on vient d'en parler. Et nous, on a eu un coup de cœur avec BPI France et la Tribune. C'est l'initiative portée par une pianiste, Clémence, qui va lancer un festival. Déjà, ça a été lancé il y a quelques jours à Monaco. Un festival Mahoma, une femme chef d'orchestre, une métropole, un continent. Clémence, c'est quoi ce concept qui veut révéler et faire mieux connaître justement l'excellence de la culture française? Alors, faire révéler l'excellence de la culture française, c'était le concept, c'est une volonté universelle que porte également Zaya, que nous venons tous d'entendre, qui défend parfaitement les valeurs de mon projet, puisque effectivement, étant pianiste, j'étais assez bien placée dans le milieu de la musique classique pour me rendre compte de la rareté des femmes chefs d'orchestre dans notre milieu. Voilà. Et puis j'ai un jour décidé de créer un festival qui leur soit entièrement dédié. Et donc on commence en France et on va faire le tour du monde. Et le concept, c'est effectivement dans chaque continent, on a choisi une ville, une femme qu'on a sélectionnée. Et c'est un parcours itinérant qui va donc commencer à Monaco en janvier 2018 en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et une femme qui s'appelle Simone Young. Et puis nous partirons ensuite pour notre compétition, puisqu'en fait il s'agit de sélectionner ces femmes chefs d'orchestre que vous ne connaissez pas encore, qui sont en devenir, qui sont des jeunes talents en devenir, et puis de les accompagner jusqu'à Monaco à la fin du parcours qui dure 2 ans. Et donc de les présenter, de leur remettre à la fin de ce parcours un prix que j'ai nommé le prix Reine Mahoma, parce que pour moi ce sont des reines. Et il fallait qu'elles portent aussi le titre du festival qui veut dire musique et femme chef d'orchestre. Voilà, Mahoma veut dire music and woman maestro. Et voilà, donc on commencera à Monaco et puis nous irons à Tunis, à Kinshasa, à Sydney, à Hong Kong, à New York, je vais oublier des villes, à Paris, on va passer par Paris bien sûr, et je dois oublier Sydney, j'ai dit déjà, Hong Kong, et à la fin on reviendra à Monaco à la fin du parcours pour présenter toutes nos femmes chefs d'orchestre et puis sélectionner la finaliste, voilà, au bout de 2 ans. Donc on vous attend pour ceux qui veulent bien nous accompagner, non pas de partout, mais au moins à Monaco, pour commencer en janvier 2018, et puis 2 ans plus tard, pour voir un peu le résultat de ce parcours.
On va essayer de convaincre Nicolas Dufour qu'à chaque déplacement à l'étranger, BPI France amène une femme chef d'orchestre. Hein, comme ça, ça sera... C'est 6 étapes par an, voilà. Donc ça doit pouvoir s'organiser. Peut-être dire un mot aussi, parce que autour de ton action, qui aura pour vocation de promouvoir les femmes chefs d'orchestre partout sur tous les continents, ça sera aussi une action en coopération avec l'AMAD, pour avoir une action de solidarité, notamment sur ces jeunes femmes en Afrique, à Kinshasa. Et pour la tribune qui s'est lancée maintenant il y a quelques mois en Afrique, c'est quelque chose aussi qui nous a particulièrement touchés. Oui, parce qu'effectivement, nous savons tous qu'il y a un véritable sujet autour de ce continent. Donc je ne vous apprends rien. Et pour moi, c'était absolument capital d'avoir une action concrète avec des projets qui ont une véritable crédibilité et qui ont un sens, et notamment autour de l'AMAD mondiale qui défend les intérêts de l'enfant et donc de l'enfance. Et c'est en ça que ça avait du sens, parce que tout passe par l'enfant. Ça a d'autant plus de sens avec le projet que la femme chef d'orchestre a valeur de symbole. Je dis assez souvent que c'est non pas une femme dominante, mais une femme dirigeante. C'est une femme qui donne la voix, qui va transmettre, qui va donner le chemin. Et c'est en ça que la femme qu'on retrouve finalement au quotidien est déjà aussi une femme chef d'orchestre, puisque c'est ce qu'elle fait auprès de ses enfants et sûrement ce qu'elle sait faire au mieux en tout cas. Voilà, donc ça avait un vrai sens avec l'enfance, le festival dédié aux femmes chefs d'orchestre, et donc avec cette fondation qui est l'AMAD mondiale, présidée par SAR, Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre. Voilà, avec lesquels nous allons partager cette aventure. Voilà. Mais je crois que tu as tout dit, Clémence, et moi j'ai déjà vu des femmes tweeter femme chef d'orchestre, pas femme dominante, femme dirigeante. Bravo Clémence Guérard. Merci. Bravo Clémence. Merci. Alors voilà, puisque nous avons 6 femmes autour de nous qui représentent des univers totalement différents, on passe de l'art maintenant à l'innovation en santé, avec une femme qui a aussi un parcours assez étonnant, puisque de médecin, chercheur, la voilà aujourd'hui entrepreneur dans le capital investissement chez Sophie Nova Partners. J'appelle Raphaël Tangeman. Raphaël, pardonnez-moi, j'ai oublié de dire que vous étiez aussi créatrice et fondatrice de l'association Women Innovating Together in Healthcare, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici ce soir. Merci. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie d'être là et je voudrais remercier vivement évidemment la Tribune et BPI France, avec en particulier Valérie Abrial et puis Patrice Béguet qui nous entraîne avec Sagnac et surtout son grand cœur pour être ici ce soir. Donc effectivement, j'ai créé ce groupe il y a 7 ans, WIS, donc en anglais avec, pour Women Innovating Together in Healthcare. Et si je peux dire quelques mots sur la genèse, pourquoi j'ai formé ce groupe. Je suis effectivement médecin, j'ai pratiqué à l'hôpital, donc dans la spécialité hémato-cancérologie. Donc en gros, je m'occupais de gens qui avaient des leucémies, ce qui m'a beaucoup aidé à travailler en équipe et à partager. Même si, d'ailleurs, quand j'ai commencé mes études de médecine, on me disait que c'était pour trouver un mari. Bon, je l'ai finalement trouvé, mais j'ai fait la médecine jusqu'au bout. Pour moi, la spécialité hématologie, c'était la plus belle. J'ai fait de la science aussi, donc effectivement, chercheur. Et ensuite j'ai attiré par l'innovation. Il y a 15 ans, j'ai rejoint un fonds d'investissement, donc en capital risque, qui investit dans la santé innovante, qui s'appelle Sophie Nova Partners. Et donc j'ai rejoint en tant qu'analyste et ensuite j'ai grandi dans l'entreprise en tant qu'associé et co-gérant. Et il y a quelques années, donc dans un milieu très masculin, et il y a quelques années, il y a 7 ans donc, j'ai voulu créer ce groupe. En fait, j'ai été invitée à un événement de femmes, uniquement de l'industrie pharmaceutique, et j'ai constaté lors de cet événement, même si j'y allais à reculons, que on avait beaucoup plus de facilité à se parler pour celles qui ne se connaissaient pas, et même celles que je connaissais, c'était beaucoup plus facile de networker et d'essayer de construire ensemble. Et probablement moi, j'étais plus ouverte
ouvertes que dans nos milieux habituels. Et donc j'ai pensé à créer ce groupe qui est défini donc comme regroupant tout l'écosystème de l'innovation pour la santé. Donc tout l'écosystème, c'est-à-dire toutes les compétences, à la fois les gens des brevets, les médecins, les scientifiques, les gens du business développement, de l'industrie pharmaceutique, et dans les différents domaines de la santé, que ce soit la biotech, biopharma, donc les futurs médicaments de demain, et également l'instrumentation médicale et éventuellement même maintenant le e-santé. Et donc ce groupe, la richesse de ce groupe, c'est à la fois que c'est à travers tout l'écosystème, toutes ces femmes, mais aussi ce groupe est très international. On est aujourd'hui 500 femmes qui viennent de plusieurs pays du monde. Il y a à peu près une vingtaine de nationalités. Majoritairement aujourd'hui les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et ces femmes, l'autre caractéristique importante, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Et ces valeurs, c'est les valeurs qu'on a déjà entendues jusqu'à présent. Ce sont des valeurs d'entraide, ce sont des valeurs d'entreprise et d'entrepreneurs. Et une des caractéristiques qui est très importante, et moi que j'appelais initialement critères d'inclusion ou d'exclusion, comme dans les protocoles pour tester de nouveaux médicaments, critères d'exclusion, ce ne sont pas tellement les hommes, puisqu'on ne les exclut pas du tout, ils font partie de notre réseau et de nos forces, mais c'est surtout des femmes, on veut des femmes qui soient ce qu'on appelle accomplies et généreuses, qui ont envie de partager avec les autres. Donc ce groupe s'organise et se manifeste. On fait des événements réguliers où on a parfois des intervenants, mais surtout l'idée c'est de se retrouver ensemble et pour finalement le bénéfice du patient et parler d'innovation en santé. Qui ressort beaucoup dans la personnalité, dans l'ambiance, dans les témoignages qu'on peut avoir au cours de ces événements et par ce groupe. Ce sont vraiment des femmes qui sentent que c'est dynamisant, je reprends leurs mots, et aussi qui sont vraiment inspirantes. C'est-à-dire qu'elles ont toutes plusieurs casquettes et ont eu plusieurs vies ou en ont en parallèle de belles histoires pour finalement de nouveau le patient et pour innover en santé, et qui sont prêtes à la partager ou à construire une nouvelle histoire avec certaines d'entre elles. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs importantes de WIZ, et j'aimerais vous donner un ou deux exemples pour vous dire comment on essaie de promouvoir ces projets et ces innovations en santé. Donc il y a une société qui s'appelle Lysogène, une société française qui a été fondée par une femme, Karen Ayache, qui est une femme qui vient pas du tout du monde de la santé initialement, qui vient du monde de l'audit et de la finance, et qui a eu un drame il y a une dizaine d'années maintenant. Son premier enfant a une maladie très grave qui en gros brûle le cerveau, qui font que l'enfant n'acquiert pas toutes les acquisitions classiques et finit par mourir vers 15 ans. Et cette femme a monté une société pour financer, enfin elle a d'abord tout abandonné, vendu son société d'audit, et elle a parcouru le monde, elle a déterminé quel type de traitement il fallait faire, innovant, qui s'appelle la thérapie génique, et elle a monté cette société pour traiter sa fille, mais aussi pour traiter d'autres patients. Et on l'a accompagnée, donc à la fois en termes d'investisseurs, mais aussi avec ce groupe WIZ, donc de femmes, qui permet d'avoir des gens qui, comme elle dit, permettent de la faire éclore en tant qu'entrepreneur dans la santé. Des gens d'ailleurs, et des femmes de BPI France et Charles Ouafi, je crois, qui est dans la salle et qui aide beaucoup, et à Karen Ayache, donc de Lysogène, à éclore en tant qu'entrepreneur, et avec beaucoup de femmes également au conseil d'administration et dans le management. L'autre exemple, qui est assez récent, que j'avais envie de citer parce que c'était assez marquant, surtout par rapport à aujourd'hui, c'est une femme qui a vendu sa société, une femme donc dans l'innovation en santé toujours, et qui est norvégienne, qui a vendu sa société à un groupe industriel, et qui a voulu ensuite, en travaillant dans le groupe industriel qui avait acquis sa société, a voulu sortir un nouveau projet de cette société, donc une spin-off, et qui a travaillé dessus pendant 2 ans. Et j'ai regardé, elle fait partie d'ailleurs du groupe de WIZ, et récemment, alors qu'elle a tout monté, qu'elle était sur le point de tout verrouiller, de faire sortir le projet à la fois vis-à-vis de l'industriel et avec des investisseurs, l'industriel en question, avec un des investisseurs, a décidé qu'elle n'était pas assez bien comme CEO de la société et qu'elle pouvait être juste numéro 2. Donc je vous le dis parce que ce que je lui ai dit immédiatement, c'est abandonne ce projet, parce que finalement d'abord il y a plein de complications, et on va en trouver un autre projet que tu vas mener, parce que la thèse d'investissement et la thèse du succès, c'est vraiment sur toi.
Voilà quelques exemples pour dire qu'avec ce groupe, on essaie d'aider ces femmes et de les aider à oser finalement et à entreprendre en santé. Donc ce groupe, c'était il y a 7 ans. On est dans un moment de transformation auquel on réfléchit, en particulier avec Nicolas Dufourc de BPI France, pour aider finalement à promouvoir au féminin. Et je suis de nouveau très heureuse et très honorée de faire partie de ce mouvement en aidant, on l'espère, à oser, parce que ça sera à travers les succès des femmes finalement qu'on prendra la vraie place de la femme. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Concrètement, parce que lancer un mouvement des entrepreneurs de la ANIAC, il faut des actes concrets. Et donc avec BPI France, à partir de janvier, chaque semaine dans la tribune, Valérie, on retrouvera justement des femmes exemplaires de toutes les régions françaises, justement sur le développement de leur PME, de leur entreprise. Donc il faut, pour promouvoir la question de l'entrepreneuriat féminin, il faut s'appuyer bien sûr sur des exemples et des réussites. Et il n'en manque pas. Bien sûr, merci Jean-Christophe. Nous allons maintenant accueillir Chiara Corazza. Merci Chiara. Bonsoir. Chiara, qui est connue ici d'un certain nombre de personnes, puisqu'elle a créé au mois de juillet dernier le Cercle des femmes du Grand Paris, et qu'elle représente notre belle capitale à l'extérieur depuis des années, qu'elle représente des talents féminins tout au long de l'année, et qu'elle n'arrête pas de promouvoir et de rendre visibles ces femmes qui restent souvent dans l'ombre. C'est dans tous les cas ce que vous m'avez dit quand on a eu cette conversation toutes les deux. Donc à vous. Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord remercier beaucoup Nicolas Dufourc et Jean-Christophe Tortora, parce que comme il vient de dire Jean-Christophe, je crois que si on peut chaque fois, nous les femmes, avoir un peu de visibilité et mettre en valeur ce qu'on fait, ça peut nous faire du bien et garder l'ANIAC longtemps. Moi, j'ai plus de 50 ans et je trouve que, vous voyez, après 50 ans, on peut garder l'ANIAC. Il y a plein de jeunes. Soyez sûrs qu'on peut garder la passion qu'on a quand on est tout jeune, tout le long de sa vie, si on a de belles causes pour lesquelles se battre. Alors moi, j'ai l'une formidable, c'est l'attractivité de l'Île-de-France. L'attractivité de l'Île-de-France, ça veut dire vendre à l'étranger, aller chercher des investisseurs, les convaincre de venir créer de la richesse et des emplois dans notre belle région capitale. Et je me suis aperçue très souvent, je vois d'ailleurs 2 de mes amis dans la salle, que j'étais toute seule avec des hommes formidables, qui venaient expliquer à des investisseurs pourquoi on faisait du business chez nous. Mais j'étais souvent toute seule. Et alors, quand je me trouvais au fin fond de l'Arabie Saoudite, j'étais ravie que Marie-Claire Bizot-Grégory, qui est la conseillère du président d'Accor, soit là. Pas pour m'aider à mettre mon abaya, bien entendu, mais pour vendre l'excellence française en matière d'hospitality. Et donc, mettre là. Ou encore, quand je suis au fin fond de la Chine, d'avoir Bruno Andrieux, qui est le directeur général des Villemottes, qui fait rêver tout le monde en expliquant comment en France on peut être créatif, comment on peut être capable de tout faire, d'une gare au futur incubateur plus grand monde de la Haute-Fraissinet, de tout faire, tout transformer, tout réinventer. Mais c'est les deux uniques en 15 ans que je sillonne la planète, de la Turquie au Brésil, en passant par le Japon, les États-Unis, la Chine, les pays du Golfe, etc. Deux en 15 ans. Je suis toujours seule avec les hommes. Et donc, en partant de ce constat, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Il n'y a pas de femmes? Alors, même problème. Quand je monte mes groupes de travail sur lesquels on travaille sur l'attractivité de l'Île-de-France, des présidents formidables, Augustin de Romanet, Jean-Luc Bella le dernier, celui d'avant, Robert Vassoyant, patron de Cisco, et puis où sont les femmes? Et quand on organise nos forums, pas aussi bons que ceux de la tribune, bien entendu, mais nos forums sur le Grand Paris, nos forums qui mobilisent les acteurs économiques pour travailler, pour réaliser ces formidables projets du Grand Paris, Elisabeth Borne. Tous les autres grands patrons sont des hommes. Et donc je me suis dit, il y a un vrai problème, il y a une vraie lacune, il y a des femmes formidables que je rencontre au quotidien, avec lesquelles on travaille au quotidien, qui sont opérationnelles, qui sont dynamiques, qui sont décisionnaires, qui font avancer les projets réellement, mais qui sont peut-être trop occupées à faire qu'à se montrer. Et donc je me suis dit que c'était peut-être nécessaire d'avoir un vivier des talents au sens noble du terme, mais pas des femmes qui sont là pour se promouvoir, parce qu'elles n'en ont pas besoin. Chacune dans leur domaine, c'est des vraies déesses, c'est vraiment des femmes qui ont réussi, qui sont décisionnaires, qui ont des fortes responsabilités, mais qui ne sont pas forcément connues par celles qui sont dans un secteur à côté ou par les hommes. Et donc je me suis dit, créons un cercle de femmes qui ont envie de faire des choses, qui sont autour du Grand Paris, qui croient à l'attractivité du Grand Paris, donnons un visage féminin à cette attractivité du Grand Paris, montrons
à l'étranger que ce projet formidable, cette ambition est portée aussi par les femmes, qu'il y a des valeurs humaines que nous femmes en portent de façon peut-être différente que les hommes, et tout ça, bien entendu, jamais en compétition avec qui que ce soit. Pas avec les hommes, ça va de soi. Nous sommes là pour travailler la main dans la main. Ce cercle de femmes du Grand Paris n'est absolument pas là pour prendre la place des hommes ou pour être, une fois de plus, en compétition, en concurrence. Pas du tout. La concurrence, vous savez où ça se fait avec les autres Global Cities. Il faut se battre pour être les meilleurs, pour attirer des talents, des capitaux, pour être nous, la France, qui rayonne à travers le monde. Pas pour nos petites guerres entre nous, pour qui a la place au soleil, etc. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de place. Vous voyez, quand on porte un projet ambitieux comme celui des Grands Paris, 200 km de nouveaux métros, 68 gares, une ambition de créer une nouvelle ville sur une ville, de réinventer une façon de faire la ville, vous pensez bien qu'on n'est pas là à voir qui fait quoi. On a de la place pour tout le monde, au contraire. Donc, pas de compétition avec les hommes, pas de compétition avec quelques associations que ce soit. Plus il y a des femmes qui ont des associations, qui croient dans ce qu'elles font, et mieux c'est. Notre cercle n'a qu'une seule ambition, s'entraider et faire avancer les choses. Donc c'est un cercle de femmes qui veulent juste trouver des compétences ailleurs qu'elles n'ont pas. Et je dois dire que je suis très contente parce que depuis le mois de juillet, on n'a pas fait de réunion, on n'a pas fait des lancements, on n'a pas fait de grand-chose, mais il y a déjà beaucoup de projets qui avancent entre elles, qui s'entraident, etc. Et c'est ça le but, en fait, c'est de réussir à faire avancer les projets. Mais nous, on tenait à la présence de Chiara Corazza. Alors, vous l'aurez compris, Chiara, c'est une arme redoutable pour faire fonctionner la diplomatie économique française, parce que quand elle est dans les quatre coins de tous les continents de ce monde, finalement, les investisseurs voient une Italienne promouvoir la France, et là, c'est toujours gagnant. C'est encore pire, italienne et anglaise. Et là, Chiara, en créant et en fondant le Cercle des Femmes du Grand Paris, je crois qu'on le dit jamais assez, mais nous, la Tribune, on suit beaucoup ce grand projet du Grand Paris. C'est près de 20 milliards d'euros d'investissement, et c'est un projet concret. Et autour de ce projet concret, tu as su réunir des femmes qui vont le faire, ce Grand Paris, qui le font déjà. Qui le font déjà, et je dois dire une chose, peut-être que vous ne le savez pas. Nous, on doit vraiment être fiers de porter le projet du Grand Paris, pas parce qu'on crée un métro nouveau, pas parce qu'on crée quelque chose. On est en train de réinventer une façon de faire la ville. Et je peux vous dire qu'il n'y a que la France, vraiment, je ne suis pas française, il n'y a que la France qui peut inventer quelque chose qui est différent. J'espère que je ne choquerai personne. Je vous donne juste un exemple. L'autre projet d'infrastructure qu'il y a en Europe en ce moment, c'est Crossrail. Crossrail, qu'est-ce qu'il fait? Il va des banlieues à la city. C'est-à-dire qu'en fait, on fait venir les gens travailler de leur habitation là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les Grands Paris? On réunit les gens. C'est deux cercles qui réunissent les gens, qui permettent aux gens de mieux travailler, plus de mobilité, et qui permettent de mettre en valeur ces grands groupes. Et c'est ça qui est une vision différente de la ville, une ville qui réunit les gens. Et moi je dis toujours, parce que peut-être je suis d'origine italienne, c'est que le projet du Grand Paris a quelque chose que tous les autres grands projets urbains n'ont pas à travers le monde. D'abord, c'est un projet très démocratique, où on demande aux gens ce qu'ils veulent. Et deux, on met quand même quelque part, avant tout, la qualité de vie avant le reste. Donc en fait, la réussite de ce projet, auquel moi je crois vraiment beaucoup et pour lequel je suis très investie, comme vous le savez, est d'allier un équilibre entre qualité de vie et qualité du business. C'est-à-dire pouvoir aussi bien vivre que travailler, et tout ça avec l'homme au milieu. Comme je dis toujours, je suis navrée, c'est ma petite touche italienne, au temps de la Renaissance. On a vu les villes les plus florissantes d'Europe, mais l'homme est au milieu de tout. Merci Chiara. La femme. Vous pouvez l'applaudir. Chiara, on compte sur vous en 2017 pour être une femme de l'ANIAC. On va essayer. Merci Chiara Corazza. Merci Chiara. Alors femme de l'ANIAC également, une femme encore avec un parcours assez étonnant. Pascale Lecarpentier de Leusse, qui est présidente de Protecop. Alors ça peut en surprendre quelques-uns. Protecop, qui est spécialiste de la protection individuelle et le premier fournisseur des armées et des grandes administrations en France, mais aussi à l'étranger. Voilà, et c'est ça. Quand on a eu notre première conversation, Pascal, vous m'avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout quand on travaille dans un univers extrêmement masculin, le secret, c'est de ne pas essayer de ressembler aux hommes, mais d'être soi-même avant tout. C'est-à-dire que c'est pas facile de vendre des gilets pare-balles et des équipements de maintien de l'ordre en essayant de ressembler à un cow-boy.
Et puis ça ne m'irait pas très bien. Donc voilà, moi je suis chef d'entreprise industrielle. J'ai autour de moi des équipes R&D, des femmes qui vont à l'international. J'ai fait ça pendant 25 ans. J'ai développé tout un réseau à l'international. Mon entreprise fait à peu près la moitié de son chiffre d'affaires ailleurs qu'en Europe. Et le reste en grande partie en France et dans les pays limitrophes. Voilà, je pense que c'est effectivement, ça ne sert à rien de vouloir ressembler à un homme. On n'est pas en compétition. On peut, je pense au contraire, ne pas avoir peur de bien s'entourer, ne pas avoir peur de tout ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire un petit peu cette culture judéo-chrétienne où on doit élever nos enfants, et si on travaille trop, comment va-t-on élever nos enfants? Alors il faut que l'État, là, travaille un petit peu pour nous. Il faudrait qu'il y ait plus de crèches pour permettre aux jeunes femmes de s'investir plus complètement. Il faudrait dire aux femmes, aux jeunes filles dans les écoles qu'elles peuvent faire des études scientifiques, parce que ça c'est important aussi. Moi je suis conseiller du commerce extérieur également pour la Normandie, et je vais dans les écoles de commerce, ou voilà, leur dire que ce soit les garçons ou les filles d'ailleurs, n'ayez pas peur d'entreprendre. C'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Ça prend du temps, ça vous bouffe de l'énergie tout le temps, mais ça vous en donne aussi, parce que finalement tout est élastique, et plus on fait, plus on peut faire. Donc voilà, moi je pense qu'on soit une femme qui dirige, on dirige peut-être un peu différemment des hommes, peut-être de façon plus collaborative. Moi j'aime m'entretenir avec mes collaborateurs, et il en sort toujours quelque chose. Il faut laisser les autres s'exprimer, et tout le monde a beaucoup à donner, qu'on soit un homme ou une femme, mais haut les cœurs les filles, on peut aller loin, hein. Voilà. Bravo, merci beaucoup Pascal pour ce beau témoignage. Et on est Valérie, on arrive presque au final. Presque au final. Et quel final? Puisque je vous demande d'accueillir Marie-Georges. Bonsoir. Bonsoir Marie-Georges. Marie-Georges qui est présidente de Paris Pionnière. Et lorsque nous avons discuté toutes les deux, vous m'avez appris quelque chose qui m'a quand même beaucoup surpris, Marie. C'est que lorsque 100 startups se créaient, seulement 8 femmes en sont à la tête. Donc, comme quoi il y a encore beaucoup à faire, d'où l'intérêt de ce mouvement, parce qu'ensemble, on est toujours plus fortes, mais le but, c'est d'être plus fort. Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour accélérer justement le mouvement de la mixité à Paris Pionnière, et pour encourager les femmes à entreprendre, puisque l'impossible aujourd'hui, c'est impossible? Merci Valérie. Alors effectivement, Paris Pionnière, c'est une association, c'est un incubateur, c'est un accélérateur qui accompagne aujourd'hui à peu près 150 startups par an. Donc la première chose que je voulais dire ce soir, et ne vous inquiétez pas, je n'en dirai que 2. La première chose que je voulais dire ce soir, c'était que pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, pour qu'il y ait plus de femmes dans le monde économique, il faut les accompagner. Il faut les accompagner de manière hyper concrète. Donc nous, chez Paris Pionnière, elles arrivent avec 3 lignes écrites, et on les prend pendant 3 jours dans un startup camp pour challenger l'entrepreneur qui est en elle et voir s'il y a un potentiel de boîte avec ces 3 lignes ou pas. Il y en a qui arrivent avec un projet un peu plus élaboré, on les prend en pré-incubation, on les accompagne pendant 6 mois, on les coach, on leur met des experts, on leur met des entrepreneurs en résidence, on les aide concrètement à développer leur projet. Et puis ensuite, celles qui sont un peu plus avancées et qui lancent leur activité, on les incube pendant 1 an, pendant 2 ans, voilà, pour les rendre hyper opérationnelles, hyper compétitives et au même niveau que les autres startups qui sont effectivement à 92% des startups créées par des hommes. Donc le premier message que je voulais faire passer, c'est on peut,
quand on est une femme et qu'on veut entreprendre, trouver des structures d'aide qui vous apportent des accompagnements concrets. Moi, j'ai monté ma boîte il y a 11 ans. Paris Pionnière m'a accompagnée. J'aurais jamais créé ma boîte, j'aurais jamais développé comme j'ai développé s'il n'y avait pas eu des structures comme Paris Pionnière. Et Paris Pionnière est tout l'écosystème, parce que c'est un écosystème qu'il faut mixifier. On n'est pas là pour faire des ghettos de femmes. Je crois que toutes les femmes qui ont témoigné ce soir l'ont dit. On a besoin des hommes, absolument. Donc on ne veut pas faire des ghettos de femmes, on veut juste passer de 8% à 50%, en fait. Assez légitimement, je pense. Et parce que c'est mon deuxième message, quand on dit femmes et entrepreneuriat, on vous dit entrepreneuriat, innovation, performance, croissance, ok, je comprends. Femmes, je vois pas le rapport. Et alors, voilà, je voulais dire ce soir, et je remercie la tribune de son initiative des femmes, des entrepreneurs de l'ANIAC, que les femmes ne sont pas une cause, ne sont pas une minorité souffrante, en fait. On est la moitié de l'humanité. Et donc, c'est intéressant de placer le débat sous l'angle économique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, on n'est pas vraiment dans un moment où, en France, on peut se permettre le luxe de se passer de ce potentiel incroyable que sont les femmes, de création de valeur, de création d'emplois, de création de richesses. Donc il faut absolument placer le débat sous cet angle, sous l'angle économique. Je suis particulièrement choquée de constater que, en ces temps de campagne électorale, j'ai vu qu'on avait un nouveau candidat à l'élection présidentielle, c'est formidable ce soir, en ces temps de campagne électorale, le seul moment où les femmes sont arrivées sur le devant de la scène, c'est pour nous parler du droit à l'avortement. C'est formidable le droit à l'avortement, c'est très très important, mais c'était le combat de Simone Veil, en fait. Et donc aujourd'hui, on a besoin quand même de rafraîchir un tout petit peu le logiciel et de dire qu'on est là pour se battre, certes pour les droits des femmes, c'est très important, c'est formidable. On est là aussi pour se battre parce que les femmes ont un rôle à jouer dans le développement économique de notre pays et c'est vraiment très très important de le poser en ces termes-là. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Marie, merci infiniment. Voilà, la soirée, en tous les cas la présentation du lancement arrive à sa fin. On voulait, Jean-Christophe et moi-même, faire un petit clin d'œil à notre partenaire, et vous allez comprendre pourquoi, qui sont les Champagnes du Val-le-Roi, parce que sa présidente, et oui, sa présidente, encore une femme dans un univers extrêmement masculin, Carole du Val-le-Roi, a été lauréate en 2013 de la Tribune Women Awards dans la catégorie Green Business. Alors elle nous a fait l'amitié ce soir de partager ce moment, si je puis dire, avec vous, en nous offrant son champagne. Elle ne pouvait pas être avec nous, mais c'est vraiment lui faire honneur que de lui rendre un petit hommage ce soir. Bien, comme vous le dit Valérie, la soirée s'achève. Enfin, on va dire, c'est pas que ça s'achève, c'est que tout commence ce soir, parce que ce mouvement des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs Lagnac, va se déployer partout en France, au travers des rencontres avec BPI France et la Tribune, parce que nous sommes dans cette mission, nous en tant que journal militant, à défendre toutes ces femmes qui sont dans les startups, dans les PME, dans les ETI, mais aussi, et j'ai aussi une pensée à toutes les femmes qui ne sont pas nécessairement chefs d'entreprise, mais parce que moi je pense que l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qui n'est pas réservé qu'aux chefs d'entreprise. Je pense à toutes les intrapreneurs. Et je pense que la France, elle a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui ont l'esprit d'entreprendre. Et c'est ce qui est important. Et je vais appeler justement quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. C'est Patrice Béguet, le directeur de la communication et membre du comité exécutif de BPI France. Bonjour, merci. On est ravis avec Nicolas Dufour de vous avoir accueillis. On a eu des femmes formidables, hors normes. Vous pouvez les applaudir, déjà. Voilà. Beaucoup de qualité, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, c'est ce qu'on essaie de donner. Alors tu disais tout à l'heure, t'es où? Ouais, t'es là. Tu disais on a besoin d'hommes. Donc ce que je vais faire, je vais demander aux hommes de mon équipe de venir. Voilà, allez, venez aux hommes de mon équipe de venir. Voilà. Ouais, aux hommes de mon équipe pour venir. Voilà, vous allez vous mettre 2 et 2. 2 là et 2 là. Là, 2 et 2. 2 en face. Voilà, là. Non. Regardez-vous. De toute façon, en finale, je l'improvise à chaque fois. Non, comprends. Tu regardes pas les gens. Tu leur donneras la carte après. Tu te tournes. Voilà. Toi, c'est compliqué. Heureusement que c'est pas un numéro d'hypnose. Hein. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les femmes
de la direction de la communication qui, depuis 3 ans, ont fait de ce que c'était BPI France. Je vous demande de les accueillir. Allez, venez, allez. Avec Amaria, avec Claudia, avec Lucille, avec Fanny, avec Victoire, c'est un beau nom ça, avec Elena, avec Sabina. Voilà, tout le monde passe. Cynthia, Jacqueline, Brigitte, les Charlotte, mon assistante méritante, les Charlotte au carré, Yosra, Priscilla, Cécile. Voilà, non mais restez là, attendez, restez là. Restez là, montez devant. Montez devant. Voilà, BPI France, ce sont elles, ce sont vous. Un grand merci et longue vie aux entrepreneurs de l'Agnac avec la tribune et ses partenaires. Longue vie. Bravo Jean-Christophe Tortora. Bravo Valérie Abrial. Et on va appeler à nos femmes de l'Agnac ce soir pour la photo finale. Chiara Corazza, Clémence Guérand, toutes, je vous demande de revenir pour la photo qui immortalisera ce soir le lancement du mouvement des entrepreneurs de l'Agnac.